Les patrons, à leur tour contre Jean-Marie Le Pen, Ernest Antoine Seillière condamne le programme économique du FN, mais sans donner de consigne de vote. 40 000 manifestants aujourd'hui encore à Paris, c'était la rentrée des classes. Qui est vraiment le président du Front National? Au-delà de son programme, enquête sur son entourage, ses proches, ses attaches idéologiques. Et puis après ce journal, Bruno Gollnisch, numéro 2 du Front National, invité d'élection 2002. Échec pour Diane Pretty, cette Britannique entièrement paralysée demandait à la Cour européenne le droit à l'euthanasie. On ne peut pas obliger un État à cautionner des actes visant à interrompre la vie, ont répondu les juges. Les chauffards démasqués, une femme sur 3 a peur quand son mari prend le volant. Premier reproche, les dépassements dangereux et les excès de vitesse. Étude menée pour la direction de la sécurité routière. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dernière semaine avant le second tour de l'élection présidentielle, dernière prise de position avec une vague anti-Jean-Marie Le Pen qui grossit un peu plus chaque jour. On n'a jamais vu autant de personnalités de la société civile, entre guillemets, prendre position publiquement. Dernier exemple en date, les sportifs, et notamment le plus illustre d'entre eux, Zinedine Zidane. Julien Hérisson. Depuis quelques jours, Zinedine Zidane, le chouchou des Français, restait discret. On attendait un mot de sa part. Aujourd'hui, après son entraînement au Real Madrid, Zizou a parlé. Quand on voit qu'il y a 30% d'abstention et qu'à l'arrivée, ça fait un deuxième tour tête à tête Chirac l'autre, c'est pas possible, c'est pas jouable quoi. Donc ce que je veux simplement dire, c'est qu'il faut simplement dire aux gens qu'il faut qu'ils votent. C'est très important et surtout penser, encore une fois je le dis et je pèse mes mots, c'est penser aux conséquences que ça peut avoir quoi. En votant un parti qui ne correspond pas du tout aux valeurs de la France quoi. Plus que tout, ces mots de Zinedine Zidane prennent un caractère bien symbolique. Zidane, français d'origine algérienne, est sûrement le meilleur ambassadeur de la France black blanc beurre, à l'image de cette journée de juillet 98 où il récoltait tous les suffrages. Sur un tout autre terrain, c'est le cas de le dire, et dans la matinée, c'est le MEDEF qui a pris position. Le programme économique et social du FN aurait des effets désastreux, indique le mouvement patronal. Ernest Antoine Seillière s'abstient toutefois d'appeler à voter pour Jacques Chirac. Peggy Leroy, Guillaume Fautra. L'événement vaut bien une photo. Pour la première fois de leur histoire, les représentants du patronat français prennent position contre un candidat à l'élection présidentielle. Le programme présenté aux électeurs par le candidat du Front National dans le domaine économique et social provoquerait une régression économique profonde. Le monde des affaires français s'inquiète donc de certaines propositions du Front National, comme la sortie de l'Union européenne et le retour au franc, l'instauration de barrières douanières alors qu'un emploi sur 5 en France dépend du commerce extérieur, et enfin de la préférence nationale à l'embauche, malgré un manque de main-d'œuvre dans le bâtiment et l'informatique par exemple. Ces deux secteurs font déjà appel à des étrangers pour pallier leur pénurie. Et selon différentes études, en 2006, tous les domaines de l'économie française auront besoin de la main-d'œuvre étrangère. Aujourd'hui, l'économiste du Front National minimise l'impact de son programme. Nous sortirons du traité de Maastricht comme le Danemark l'a renégocié. Mais il n'en reste pas moins que sur toutes les autres questions fondamentales, avoir un marché unique avec un même instrument de mesure, une libre circulation des citoyens européens, une libre installation des citoyens européens. Mais ça, c'est une évidence. Tout le monde est d'accord là-dessus. Toutes les statistiques s'accordent aussi sur un point. Au début des années 80, les étrangers représentaient 6,5% de la population active. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 5%. Ernest Antoine Seillière qui a été vivement pris à partie par ailleurs par Marc Blondel dans une interview au quotidien La Tribune. Le secrétaire général de Force ouvrière accuse le MEDEF d'avoir, je cite, fait le lit de Le Pen par son refus de négocier. Ce soir, Ernest Antoine Seillière demande des excuses. Quant aux manifestations, elles se poursuivent. C'était aujourd'hui la rentrée des classes dans les lycées de la région parisienne après les vacances de Pâques. Rentrée dans la rue pour de nombreux élèves. Ils étaient entre 40 et 100 000 à défiler dans la capitale à l'appel des principaux syndicats étudiants et lycéens. Anne Guéry, Vincent Bouffarty.
Début de cortège, la manifestation n'a pas encore démarré, que les organisateurs peinent déjà à contrôler leurs troupes. Ils sont 50, peut-être 100, qui semblent vouloir en découdre ou chahuter, c'est selon. Très vite, les CRS se déploient face aux manifestants. Un cordon étanche tout au long du parcours. Il n'y aura pas de débordement. La manifestation lycéenne peut continuer. Aujourd'hui, on est tous motivés parce que pendant les vacances, on n'a pas pu manifester à cause tout le monde était parti. Notre proviseur ne nous a pas permis de le faire, mais il nous a montré quand même qu'il nous offrait un soutien moral. Il nous a dit qu'il fallait faire attention, qu'il fallait organiser un service d'ordre, on est d'accord ? Pour les organisations syndicales, le mot d'ordre est simple. À défaut de pouvoir voter, les lycéens doivent se faire entendre chaque jour dans la rue jusqu'au deuxième tour. C'est important de mobiliser les lycéens et tous les étudiants pour dire non à Le Pen. La jeunesse aujourd'hui elle se mobilise pour défendre ses droits, pour dire non à l'intolérance, pour dire non au fascisme, pour dire non à la xénophobie. C'est un devoir de citoyen d'une part et un devoir de lycéen parce que nous on n'a pas le droit de vote, donc le seul moyen d'avoir un aller-retour gratuit. Le seul moyen qu'on ait de manifester, c'est ça, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je crois que c'est le devoir de tout lycéen, de tout jeune, même s'il n'a pas le droit de voter. Finalement, cette jeunesse que l'on disait peu motivée pour la politique semble découvrir aujourd'hui ce qu'est la citoyenneté. Vous vous intéressiez à la politique avant aujourd'hui? Sincèrement non. Mais sincèrement non, mais ça, je pense qu'il faut réagir avec ça. Et pour continuer à réagir, beaucoup ont décidé de défiler le 1er mai, cette fois-ci aux côtés des adultes. Manifestations aussi dans les régions, notamment dans le sud-ouest. Ils étaient 1500 à Pau et plusieurs milliers ici à Bordeaux, défilés également à Lyon. À noter aujourd'hui cette déclaration d'Alain Juppé, se faire plaisir en manifestant, c'est un peu à côté de la plaque, dit-il au journal Le Monde. Les manifestations ne mènent à rien, sinon peut-être à un peu plus d'agressivité encore de la part du FN. Fin de citation. Alors jusqu'où peut aller l'engagement anti-Front National? La Fédération nationale CGT des postes demande que soit stoppée dans plusieurs départements la distribution des prospectus des candidats du FN aux législatives. La direction des postes condamne cette initiative qui pourrait s'apparenter, selon elle, à un refus de vente. À Tours, reportage François Privat, Alain Darigrand. Un prospectus politique au contenu inacceptable. C'est ce qu'estiment les responsables CGT-PTT d'Indre-et-Loire, qui appellent l'ensemble des postiers de ce département à boycotter sa distribution. Les propos tenus dans ce tract vont à l'encontre des valeurs défendues par le service public. Par exemple, référence au rétablissement de la peine de mort, puis être français, ça s'irrite ou ça se mérite. Et d'autre part, il est fait référence à la préférence nationale pour les allocations familiales. Ce sont des choses qu'on ne peut pas admettre. Ce pli, qui n'est pas une profession de foi, effectue la promotion des candidats du FN de la région tourangelle pour les prochaines élections législatives. Pour la distribution de ces prospectus, le FN et la Poste ont signé un contrat commercial au niveau national. Le contenu a été vérifié quant à sa légalité, le fait qu'il ne porte pas atteinte ni aux mœurs, qu'il n'ait pas de caractère raciste. Je crois qu'il ne faut pas mélanger sa position de citoyen et une obligation professionnelle qui repose, encore une fois, sur un cadre légal et réglementaire. Si les plis ne sont pas distribués avant vendredi minuit, les responsables tourangeaux du Front National porteront l'affaire sur le terrain juridique. Voici maintenant le premier sondage de notre partenaire Ipsos sur le second tour en collaboration avec Vis-à-vis, Europe 1, Le Point et Le Figaro. Les sondages très critiqués après le premier tour. Petite remarque préliminaire donc. Rappelons, comme nous l'avons fait d'ailleurs avant le 21 avril, qu'il ne s'agit pas d'une prédiction du vote, mais d'un instrument d'analyse de l'opinion, elle-même sujette à de fortes variations. Le voici ce sondage. Jacques Chirac est crédité de 74 à 81% d'intention de vote. 78 en moyenne donc. Jean-Marie Le Pen, 19 à 26%, 22 en moyenne donc. Pierre Giacometti, bonsoir, vous êtes directeur général de l'Institut Ipsos. Première remarque, ce sont des fourchettes que vous publiez. Est-ce que cela signifie que le résultat du premier tour vous a rendu plus prudent, voire plus modeste ? Vous savez, David Pujadas, au-delà de la précaution du commentaire, celle qui m'avait conduite ici même à France 2 le vendredi 19 avril à ne pas écarter une hypothèse présentant Jean-Marie Le Pen au second tour, il fallait, je crois, et c'est normal compte tenu de la position des enquêtes d'opinion dans une campagne électorale,
essayer d'illustrer tout cela par plus de pédagogie encore. C'est ce que nous avons fait à partir de cette semaine et tout au long de la campagne des législatives d'ailleurs. Cet intervalle de confiance que les téléspectateurs de France 2 découvrent ce soir, c'est tout simplement une façon de relativiser encore un peu plus l'intention de vote à partir de deux facteurs essentiels, le niveau d'hésitation des électeurs et puis leur second choix possible. En réalité, pour ce second tour, le second choix possible pour les électeurs, il y en a trois, voter blanc ou nul, voter pour l'autre candidat ou tout simplement s'abstenir. Ce sont les clés de ce second tour. Alors justement, la variable centrale de ce second tour, Pierre, est-ce que c'est le report des voix de ceux qui ont voté à gauche vers le candidat Jacques Chirac, comme on en parle beaucoup? Je crois que ce qui est fondamental d'avoir en tête pour ce second tour, c'est que la première réserve électorale, c'est l'abstention du premier tour. Plus de 12 millions de Français n'ont pas voté le 21 avril. Ce sera l'une des clés pour mieux comprendre le nouveau rapport de force du 5 mai prochain. Mais vous avez raison, David Pujadas. L'une des clés aussi, c'est de savoir comment les électeurs qui ont voté pour un candidat de gauche au premier tour vont se comporter le 5 mai prochain. Trois options: exprimer son opposition à Jean-Marie Le Pen en votant pour Jacques Chirac. C'est évidemment la clé pour comprendre ce qui va se passer. Mais la tentation, et dans cette enquête on le voit bien, la tentation pour un certain nombre d'entre eux de voter blanc ou nul est forte. Ce que l'on voit dans cette enquête, et c'est le dernier renseignement, il est majeur, c'est qu'il y a un électrochoc dans l'opinion après ce 21 avril. La mobilisation électorale semble extrêmement appuyée et il ne serait pas surprenant que la poussée de mobilisation se traduise dimanche prochain par une progression de la participation, notamment au regard de cette réserve énorme qu'il y a en France d'abstention de premier tour, ces Français qui ont choisi de bouder les urnes le 21 avril dernier. Merci Pierre. Deux indications à ce propos justement. D'abord, le second tour de deux élections cantonales partielles en Essonne montre un assez net recul de l'extrême droite en une semaine. Ensuite, une indication sur ce que pourrait être précisément la participation à Marseille. D'après l'agence France Presse, plusieurs commissariats indiquent qu'ils sont en rupture de stock de formulaires de demande de procuration. On poursuit avec le programme du FN chaque soir depuis plusieurs jours. Nous en développons un aspect. Ce soir, la lutte contre l'immigration légale ou clandestine, les propositions et les réactions. Stéphane Bretner, Guillaume Viard. Chaque jour, une vingtaine de trains en provenance de Bruxelles arrivent à Paris. Les voyageurs, belges pour la plupart, passent au bout de ce qu'est une frontière invisible. Ici, pas de poste de contrôle ni de douanier. Jean-Marie Le Pen veut mettre fin à cette situation. La France gardera son propre système de contrôle des frontières et décidera qui peut pénétrer sur son territoire. Une mesure inconcevable pour ces voyageurs étrangers. Ça me choquerait. On a fait l'Europe, on a essayé 50 ans pour faire l'Europe et maintenant Le Pen voudrait tout foutre en l'air. C'est pas de la liberté ça, hein? Et c'est ce qu'on veut. Dans tous les pays, c'est ce qu'on veut, la liberté, hein? Rétablir le contrôle aux frontières, c'est remettre en cause le principe de libre circulation des Européens dans l'espace de Schengen. Cette mesure est censée lutter contre l'immigration clandestine, une efficacité que les expériences passées n'ont pas prouvée. Il y a eu des exemples dans l'histoire, mais ça s'est jamais très bien passé parce que c'est absolument infaisable. En 1986, lorsqu'on a eu la grande vague d'attentats, par exemple, on a essayé de mettre en place des systèmes de contrôle relativement efficaces en faisant appel à l'armée. D'abord, ça ne peut pas durer très longtemps et on se rend bien compte qu'en fait, la circulation transfrontière se faisait malgré tout. Le programme du Front National prévoit également d'interdire l'immigration légale. En France, ce flux est composé essentiellement des époux étrangers, donc d'une immigration familiale. C'était le cas de 93 000 personnes en l'an 2000. La proposition de M. Le Pen aboutirait à empêcher des époux étrangers de Français à vivre en France, et donc presque à forcer des Français qui se marient avec des étrangers à s'exiler en quelque sorte. Pour appliquer cette politique, Jean-Marie Le Pen devrait réviser la Constitution et remettre en cause tous les traités internationaux en isolant la France. Un homme se définit aussi par son entourage au-delà du programme, et pour mieux cerner le candidat Jean-Marie Le Pen, nous avons donc cherché à savoir dans quel cercle, dans quelle sphère d'influence il évolue depuis plusieurs années. En fait, le Front National a toujours cherché à réunir les différents courants de la droite extrême. Enquête Michael Darmon. Jean-Marie Le Pen préside le Conseil des ministres. Autour de lui, un pré-gouvernement composé de sa garde rapprochée.
C'était en 1997 dans un grand hôtel parisien à 2 pas de l'Élysée. Séance de politique fiction, grandeur nature. D'invalidité et même le séjour. 4 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen est au second tour de la présidentielle et quand Bruno Gollnisch répartit les portefeuilles, le jeu est devenu sérieux. Plutôt qu'à l'intérieur, Madame Stirbois à l'intérieur. Sans complexe. Pourquoi ? Bruno Gollnisch, délégué général du parti, coordonne le cercle des historiques autour de Jean-Marie Le Pen. Universitaire, nostalgique des ligues patriotiques des années 30, il s'est distingué un soir dans une manifestation sur l'Arc de Triomphe à laquelle le policier en faction tentait de s'opposer. C'est comme ça que se font les révolutions, n'est-ce pas? Et la Marseillaise est un hymne révolutionnaire. Voilà. Vous avez eu l'autorisation de faire cette manifestation? Non, non, et je m'en moque complètement. Depuis le départ des maigretistes, Jean-Marie Le Pen a resserré les rangs. Reste avec lui des jeunes nationalistes tels Martial Bild, ici au micro. Représentation du peuple serbe. Ou encore Karl Lang, ou encore des nostalgiques de l'Algérie française comme Roger Hollindre, seul membre fondateur du FN à avoir un lien avec la résistance. Comment peut-on me traiter de raciste? J'ai été cité pour mon action envers la jeunesse musulmane en Algérie. Comment peut-on me traiter nazi? Je suis un des plus jeunes résistants de France. Pourtant, en 1972, en créant le FN, Jean-Marie Le Pen et Roger Hollindre s'entourent d'anciens membres de la collaboration et de la milice, comme François Brignot. Un de leurs proches s'appelle également François Duprat, précurseur notamment des thèses négationnistes sur le génocide juif. François Duprat disparaîtra dans un mystérieux attentat en 1978. Depuis, Jean-Marie Le Pen ne manque jamais une occasion de lui rendre hommage. Militant nationaliste ardent, il avait participé à la rédaction d'à peu près tous les journaux de droite et d'extrême droite. L'entourage de Jean-Marie Le Pen raconte ainsi une histoire de l'extrême droite française, mais également une histoire de famille. Samuel Maréchal, le gendre, a dirigé les jeunes du parti. Il s'occupe aujourd'hui de l'image de son beau-père. Sa fille aînée Marine, son épouse Janie sont au devant de la scène depuis la scission des maigretistes. C'est ce groupe qui a pensé la stratégie des angles arrondis pour la 4e compétition présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Dans un instant, donc Bruno Gollnisch, numéro 2 du Front National, invité d'élection 2002. Et puis à 22h35, mots croisés, comment interpréter la poussée de Jean-Marie Le Pen? Quelle remise en cause pour les partis traditionnels, entre guillemets? Arlette Chabot recevra entre autres François Fillon, Jean-Louis Borloo, Noël Mamère, Bernard Kouchner ou Alain Finkielkraut. La politique encore avec les préparatifs des déménagements des ministres du gouvernement un peu partout. On commence à faire les cartons. Reportage Alexandre Cara, Roger Mathurin. Alors ils seront là pour la suite, en espérant qu'ils seront bien nourris. Les ministres passent, les canards restent. Dans quelques jours, Michel Sapin devra rendre les clés de son ministère. Mais avant, il faut expédier les affaires courantes. Il y a du travail en cours, il faut le terminer. Il y a des décrets, des arrêtés, des textes qui correspondent à des décisions prises depuis longtemps, mais qu'il faut voir paraître au JO et appliquer. Pas toujours facile de garder la tête froide dans beaucoup de ministères. Le 21 avril a été vécu comme un traumatisme. Évidemment, tout le monde est très choqué ici par le résultat des élections. On s'interroge beaucoup. Dans tous les services ici, on se dit mais pourquoi est-ce que nos politiques sociales ont l'impression qu'elles s'adressaient quand même au quotidien des gens? Et déjà, le déménagement a bien commencé. Les cartons s'empilent, les poubelles se remplissent. Mais pour certains, la préoccupation majeure, c'est d'abord la reconversion. Dans un ministère, il n'y a pas que des fonctionnaires. J'ai fait mon curriculum vitae, je l'envoie à des entreprises dans lesquelles j'aimerais bien travailler. Il y a aussi ceux qui n'ont pas ce genre de soucis. Ils ont déjà vu passer nombre de ministres. Qu'est-ce qui se passe pour vous à la fin de ce ministère ? Normalement, nous, il n'y a aucun problème parce que nous faisons partie en fait du secrétaire général du gouvernement. Donc, pour les réaffectations, on fait plus ou moins partie des meubles, on va dire. Peu à peu, un silence feutré envahit les couloirs des ministères, déjà dans l'attente de leurs futurs locataires. Les actes de vandalisme anti-juif, ils se poursuivent en France. Un incendie a ainsi détruit un entrepôt dans une école de Sarcelles, près de Paris. Pas de victimes. C'est la 2e fois depuis le début du mois que cette école est visée. Plus grave, les suites de l'attentat contre la synagogue de Djerba en Tunisie. 2 Allemands ont succombé aujourd'hui à leurs blessures. Bilan donc 18 morts. La communauté juive de Djerba a décidé de maintenir le pèlerinage annuel vers la Griba, considérée comme la plus vieille synagogue d'Afrique. Sur place, nos envoyés spéciaux Anne Poncinet, Patrick Desmully.
Rien ne les a arrêtés. Depuis 4 ans, elles viennent ici écrire des vœux sur des œufs qu'elles déposent à l'endroit où fut foudroyée la Griba, une jeune sainte qui, selon la légende, inspira la construction de cette synagogue. Elles sont venues cette année encore malgré l'attentat du 11 avril qui a tué 18 personnes dans cet édifice religieux de Djerba. Ça ne nous a pas empêché de venir parce qu'on y croit fortement et quand on y croit, non, ça ne nous fait pas peur. Mais à peine 200 pèlerins étrangers ont fait le voyage cette année. Il y a 2 ans, ils étaient 8000, dont 600 Israéliens. Des Juifs, le plus souvent originaires de Tunisie, ravis de retrouver leurs racines. Mais depuis, il y a eu l'intifada, le 11 septembre, puis le 11 avril. Résultat, seuls les très optimistes ont fait le voyage. Depuis le 11 septembre, il n'y a aucun pays qui est à l'abri de ce genre d'incident. C'est aujourd'hui un incident isolé. Voilà. Moi, je reste confiant. Pour les Tunisiens, il fallait que le pèlerinage ait lieu, parce qu'au-delà des quelques milliers de pèlerins, il y a 5 millions de touristes à rassurer. Le premier secteur économique du pays voudrait ne pas souffrir de cet acte isolé, et c'est à contre-cœur que les autorités avaient reconnu qu'il s'agissait d'un attentat. La Tunisie a essayé de faire le minimum de bruit autour de cet attentat, car politiquement l'affaire est très embarrassante. D'ailleurs, samedi, le président Ben Ali a limogé 2 ministres de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Proche-Orient avec d'abord ses représailles israéliennes à Hébron. Après l'attentat qui a visé une colonie proche et qui a fait 4 morts, l'armée est entrée dans la ville la nuit dernière. Bilan, au moins 8 morts côté palestinien, dont un activiste des brigades des martyrs d'El-Aqsa. 17 prisonniers également. Le gouvernement parle d'un retrait dans les jours qui viennent. À Ramallah, les négociations en vue de la levée du siège de Yasser Arafat se poursuivent. Apparemment, ce serait une question de jours. En attendant, l'armée israélienne poursuit le siège du quartier général du leader palestinien. On le découvre sur ces images. Où des véhicules sont enlevés ou écrasés. Enfin, sachez que les pourparlers sur la basilique de la Nativité à Bethléem sont gelés pour l'instant. La guerre en Tchétchénie, les rebelles ont confirmé la mort du commandant Kattab, chef de file des combattants islamistes. Il serait sans doute mort empoisonné, d'après son entourage. Alerte aux skinheads à Moscou. Les agressions racistes se sont multipliées ces derniers mois et plus encore ces derniers jours à l'occasion de l'anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler. Vladimir Poutine a évoqué récemment, je cite, une menace pour la sécurité publique, mais les autorités et notamment la justice font preuve, semble-t-il, d'une certaine passivité. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée de notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. Il s'appelait Abdul Hakim Akrizi, il était afghan, il avait 35 ans, 4 enfants et travaillait comme interprète au service russe de l'immigration. Le 15 avril, en sortant du métro, une bande de skinheads se jette sur l'un de ses collègues, un Africain. Abdul Hakim Akrizi s'interpose, il est tué à coups de hachoir à viande. À son enterrement au cimetière musulman de Khovanskoye dans la banlieue de Moscou, aucun de ses supérieurs russes ne s'est donné la peine de se déplacer. Quant à ces meurtriers, ils courent toujours. Ces derniers mois, les agressions racistes se sont multipliées en Russie. Celle-ci fut filmée par hasard par une équipe de télévision dans la ville de Ryazan, à 250 km de la capitale. Choqué mais vivant, l'étudiant s'en tirera avec quelques cicatrices. D'autres ont eu moins de chance. En octobre, une centaine de néo-nazis sèment la terreur dans un marché de Moscou. Bilan 3 morts, un Azéri, un Tadjik, un Indien, victimes de ces skinheads que la police visiblement ne semble guère pressée d'interpeller. Pourtant, ils ne se cachent pas, ou si peu. Dans cet ancien palais de la culture reconverti en discothèque, concert de rock arien comme il dit. La salle est pleine à craquer et résonne du salut hitlérien. Il y aurait en Russie une bonne demi-douzaine de partis néo-nazis. L'un des plus actifs, celui d'Alexandre Ivanov-Soukharevski. Gloire à la Russie. Ivanov-Soukharevski est un ancien officier, devenu réalisateur de films documentaires avant de fonder, au milieu des années 90, le Parti national populaire. Raciste et antisémite, il appelle à la résistance armée contre ceux qu'il qualifie d'ennemis de la Russie. Au premier rang desquels, Israël et les États-Unis. Après la théorie, la pratique.
Vers la mi-mars, dans une forêt des environs de Moscou, cérémonie d'intronisation des nouveaux membres de l'organisation. Des adolescents pour la plupart, qui après avoir prêté serment doivent manger un morceau de viande pris dans un casque russe et boire une gorgée de vin d'un casque de l'armée du Reich. L'Europe a les yeux braqués sur nous, dit Alexandre Ivanov-Sukharevski. Elle attend que nous venions la libérer des hordes étrangères qui l'ont envahie. Accusé d'incitation à la haine raciale, Alexandre Ivanov-Sukharevski fut condamné le 5 avril dernier à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et immédiatement amnistié en vertu d'une loi votée par le Parlement russe pour désengorger les prisons surpeuplées. Les officiels russes parlent de quelques 10 000 jeunes affiliés ou proches de ces mouvements. En Grande-Bretagne, la déception pour Diane Pretty, cette Britannique entièrement paralysée, souhaitait que son mari l'aide à mettre fin à ses jours. Impossible d'après les lois anglaises. Elle s'était donc retournée vers la Cour européenne des droits de l'homme et s'était rendue elle-même à Strasbourg. La réponse est tombée aujourd'hui. Elle est négative. À Londres, Laurent Boussier, Dominique Marotel. À chacune de ses apparitions publiques, Diane Pretty paraît plus faible, plus malade, plus désespérée. C'était évidemment le cas cet après-midi pendant la conférence de presse qui a suivi le rejet par la Cour européenne de sa demande de suicide assisté. Parlant par l'intermédiaire d'un synthétiseur de voix, elle exprimait sa révolte devant une décision qui la prive de ce qu'elle estime être son droit à mourir dignement. The law has taken all my rights away. Paralysée depuis de longs mois par une maladie neurodégénérative incurable, cette Britannique de 43 ans, qui ne peut plus mettre fin à ses jours seule, souhaitait que son mari puisse l'aider sans être poursuivi par la justice. Après le refus de la Cour suprême britannique, elle s'était donc tournée vers l'Europe, allant même jusqu'à plaider son cas elle-même devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg au mois de mars dernier. Nous avons plaidé l'euthanasie passive. Malheureusement, la Cour a considéré qu'il s'agissait là d'euthanasie active. L'entourage de Diane Pretty en appelle maintenant à l'opinion publique pour essayer de faire modifier la loi anglaise. Le plus important pour nous, c'est la pétition, pour que les gens puissent apporter leur soutien à Diane. Cruelle coïncidence, le jour même où la Cour européenne des droits de l'homme rejetait la demande de Diane Pretty, une autre Britannique connue sous le pseudonyme de Mademoiselle B, décédée dans un hôpital du pays après avoir obtenu l'autorisation de faire débrancher le poumon artificiel qui la maintenait en vie depuis plusieurs mois. La santé toujours, mais en France, faut-il autoriser la publicité pour les médicaments? Paris s'y oppose depuis longtemps, mais une directive européenne qui sera soumise au vote dans les prochaines semaines ouvre une brèche. Explication Isabelle Quintard, Jean-Louis Melin. La publicité pour des médicaments existe aux États-Unis. En France, elle est pour l'instant interdite. Une directive européenne pourrait bien changer la donne en autorisant les laboratoires pharmaceutiques à informer directement les patients sur les médicaments. Et ce pour 3 maladies, l'asthme, le sida et le diabète. Pour les professionnels de la santé, il s'agit en fait de publicité déguisée. Chacun son métier. Le fabricant de médicaments, on lui demande de faire de bons médicaments, assez efficaces, sans trop d'effets indésirables et pas trop chers. C'est pas lui le mieux placé pour faire une bonne information sur son traitement. Bien sûr qu'il a intérêt à en vendre le maximum, à minimiser les risques et à surestimer les bénéfices. Côté laboratoire, on se défend de pousser à la consommation. Il n'y a rien de publicité sous-tendu, aucun concept de publicité qui sous-tend ce type de démarche. Les patients ont besoin d'être mieux informés. Les progrès de la science et de la médecine et du progrès thérapeutique passent par une meilleure information des patients. De l'information en tout cas qui fait vendre. Aux États-Unis, des patients n'hésitent pas à changer de médecin s'ils refusent de prescrire le médicament vu à la télé. En Europe, le Parlement devrait discuter de cette question avant le début de l'été. Attention, si vous comptez voyager en fin de semaine, 3 syndicats de pilotes d'Air France, dont le premier d'entre eux, ont déposé un préavis de grève de jeudi à dimanche inclus pour des raisons salariales. La direction indique qu'il est trop tôt pour évaluer les éventuelles perturbations. Vous êtes bien sûr appelés à vous renseigner. Les transports encore, avec cette étude de la direction de la sécurité routière sur la conduite comparée des hommes et des femmes. On sait que les conductrices ont plus d'accidents en moyenne que les conducteurs, mais que les dégâts sont plus lourds pour ces messieurs. 4 400 € contre 2 750 € en moyenne toujours par accident. Selon cette étude, une femme sur 3 a très souvent ou assez souvent peur quand son mari est au volant.
Marc Maisonneuve, Jean-Paul Chausset. Tu fais là Hein? Je suis au téléphone, s'il te plaît. Oui. Quand Loulou conduit, Chouchou a peur comme une femme sur 3. Ouais, attends, alors, il n'y a pas un stylo ici? Ne m'aide pas toi aussi. Marie, ça fait pas mal. Une femme sur 4 n'ose même pas dire à son conducteur de mari qu'elle a peur. Il y a le côté macho qui joue un petit peu. L'homme se sent, dès qu'il passe les vitesses, supérieur à la femme, bien sûr. Comme quoi certaines idées stupides ont la peau dure et poussent certaines femmes à prendre des mesures définitives. J'ai résolu le problème, je me suis séparée de mon mari. Ça vous arrive d'être agressif au volant? Ah oui, ça m'arrive. Malheureusement, oui. Ça vous arrive d'avoir des remarques quand vous avez une femme à vos côtés? Oui, ma femme, normalement, elle me dit calme-toi. Et il y a les irréductibles. Un homme sur 3 ne change rien à sa façon de conduire, quelles que soient les remarques de sa femme. J'essaie de me taire. Et quand vous faites des remarques, ça marche? Non, ça marche pas, c'est pour ça que je me tais. Pour les responsables de la sécurité routière, ne pas faire de remarques sur le moment reste la solution la plus sage. Dans un tel état d'esprit, on peut craindre que le conducteur n'adopte encore un comportement plus violent ou plus extrême. 78% des excès de vitesse sont commis par des hommes. Difficile après cela de ne pas croire que les femmes ont de vraies raisons d'avoir peur. Tornade meurtrière aux États-Unis, du Missouri à l'État de New York, au moins 5 morts et des dizaines de blessés, boutiques détruites, arbres déracinés, câbles électriques arrachés. Image ici du sud de l'État du Maryland. À Lausanne, l'ouverture de la réunion de la Fédération internationale de patinage. Il s'agit de statuer sur les accusations de tricherie aux Jeux olympiques de Salt Lake City. La juge française Marie-Reine Le Gougne a-t-elle réellement défavorisé les Canadiens? Dans le collimateur, derrière elle, le président de la Fédération française, Didier Gaillaguet, des acteurs qui se faisaient très discrets aujourd'hui à Lausanne. Julien Beaumont, Guillaume Viard sur place. Sans un mot. La juge française Marie-Reine Le Gougne s'est présentée ce matin devant ses pairs à Lausanne. Une réunion extraordinaire du Conseil de la Fédération internationale de patinage. Mot d'ordre général, pas de commentaires. Avant, après la réunion? Ah non, je ne peux pas. Non? Je ne peux pas parler de hearing. Vous comprenez? Bien sûr. Après peut-être. De la discrétion après le scandale de Salt Lake City. Marie-Reine Le Gougne est soupçonnée d'avoir favorisé le couple russe au détriment des Canadiens. Elle a depuis été suspendue. Une affaire qui a délié des langues. 2 juges français accusent leur fédération de pratiques similaires, comme en 1996 au Canada. Juste avant le programme libre, dans les couloirs de la patinoire, Didier Gaillaguet m'aborde et me demande de sous-classer la meilleure patineuse allemande qui s'appelle Tanja Shevchenko, parce que les Allemands n'ont pas respecter un accord et pas classer correctement nos patineurs. Ces réponses, Didier Gaillaguet les réserve au Conseil. Ah non, pas maintenant, là. Plus tard. Demain, la Fédération internationale entendra l'autre juge français. Didier Gaillaguet et Marie-Reine Le Gougne ne seront fixés sur leur sort que dans la soirée. Seule indication, le lieu de la réunion, l'hôtel de la paix. Basket, la joie des filles de Valenciennes après leur victoire en finale de l'Euroleague face aux Polonaises de Gdynia, 78-72. Depuis 3 années d'affilée, c'est Bourges qui détenait ce titre européen. Voici donc le Nord qui fait honneur au basket féminin français. Voyage dans les temps très anciens maintenant avec une saga préhistorique, Les Enfants de la Terre. Énorme succès de librairie, plus de 35 millions d'exemplaires vendus, 28 traductions. Saga de la romancière américaine Jean Howell. Depuis 11 ans, on attendait le 5e volume. Il a été présenté hier en Dordogne. Vous allez comprendre pourquoi. Geneviève Moll, Éric Mézy. Cette femme qui vivait il y a 30 000 ans est devenue Ayla, l'héroïne d'une saga préhistorique qui a conquis le monde entier. Son auteure, l'américaine Jean Howell, a situé le 5e volume de la série aux Zézis, dans la vallée de la Lozère, près de Lascaux. Dans ces refuges de pierre se sont succédés Néandertaliens et Cro-Magnons, les hommes anciens et les hommes modernes. Au départ, un monde bien éloigné de Jean Howell.
Au début, je voulais écrire l'histoire d'une jeune femme vivant au milieu de gens très différents d'elle. Je ne veux pas dire différents seulement par la couleur des yeux, des cheveux ou de la peau, mais radicalement différents. Je ne sais pas d'où cette idée m'est venue. C'est pourtant ainsi qu'Ayla la Cro-Magnon va être élevée par les Néandertaliens. 4 volumes plus tard, 35 millions de lecteurs de par le monde attendent la suite qui sort demain. À force de travail avec les paléontologues, Jane Noël a décrit avec minutie la vie d'Ayla, dans cette caverne, avec la famille de son compagnon. Elle y découvre leur mystique et chez eux, la naissance de la démocratie. La démocratie, il y a 30 000 ans, est-ce que l'auteur ne s'avance pas beaucoup? Elle a participé de plusieurs façons à la vie scientifique et elle a écouté ce que lui disaient les préhistoriens. Donc quand elle avance quelque chose, en général, on lui a dit, oui, c'est très probable, c'est quelque chose qui est possible. Et elle a su exploiter ça. Mais Jane Noël n'est pas seulement un écrivain consciencieux qui enflamme ses lecteurs. Lorsqu'elle rencontre une enfant passionnée par les tailleurs de silex, peut-être parce qu'elle est arrière-grand-mère, elle est prête à tous les deux. Fin de cette édition, à suivre la météo, Patrice Drevet. Élection 2002, Bruno Gollnisch. 22h35, mots croisés, Arlette Chabot. Comment expliquer le vote du 21 avril? Minuit 10, dernier journal, Ève Mettet. Dès 6h30, Télématin, Françoise Laborde recevra aux 4 vérités Karl Lang, secrétaire général du Front National. Et on se quitte avec ces images de l'arrivée du printemps et avec lui de ces centaines de millions de papillons orange et noirs qui quittent les montagnes du Mexique pour retrouver leur terre natale, le Canada. À demain.